ترشيحي لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, nouvelle mobilisation du comité de coordination syndicale et des enseignants du secondaire. Ils ont manifesté ce matin devant le ministère de l'Éducation pour réclamer l'adoption par le Parlement de la grille des salaires. La pression monte en Irak contre le gouvernement. Des milliers de manifestants ont défilé, vous le voyez, à Bagdad pour réclamer des réformes politiques à l'appel de l'influent dirigeant Moqtada Sadr. 30 coups de cloche ont retenti peu après minuit près de Tchernobyl pour marquer le 30e anniversaire de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire qui a fait près de 4000 morts et des centaines de milliers de déplacés. Nouvelle mobilisation du comité de coordination syndicale. Ses membres ont manifesté ce matin devant le ministère de l'Éducation. Le CSS a une nouvelle fois réclamé l'adoption par le Parlement de la grille des salaires dans le secteur public et pour les enseignants du privé, accusant le gouvernement d'être un État menteur. Depuis 5 ans, le CCS réclame l'adoption du texte. Le principal problème qui entrave l'approbation de cette grille est la détermination donc de ses sources de financement. Et les enseignants contractuels du secondaire ont également manifesté devant le ministère de l'Éducation. Dans des déclarations, ils ont crié leur détermination à poursuivre leur combat jusqu'à l'aboutissement de leurs revendications. Ils ont aussi appelé le ministère de l'Éducation présent sur place à les soutenir et à leur donner leurs droits. Elias Boussab a dit comprendre leurs demandes, assurant que son ministère déployait les efforts nécessaires pour répondre à leurs revendications. Le ministre de l'Éducation a toutefois indiqué que la reprise des travaux parlementaires était nécessaire afin de paver la voie à l'approbation de la grille des salaires par la Chambre. Et au Parlement, justement, place de l'Étoile, la commission des finances présidée par le député Ibrahim Kanahan s'est penchée ce matin sur le volet financier de la crise des déchets. Dans des déclarations à la presse, Kanahan a affirmé que les parlementaires ne font plus confiance au gouvernement et à sa manière de gérer le dossier. Kanahan a d'ailleurs appelé à une réunion du Parlement consacrée à la crise des ordures. Nous voulons mettre le gouvernement face à ses responsabilités, a-t-il ajouté, réclamant une séance de questions à l'exécutif. Le procès du cher salafiste Ahmad El Assir a repris ce mardi devant le tribunal militaire. Il est accusé d'avoir créé des cellules dormantes à Saïda et planifié l'assassinat de plusieurs personnalités religieuses, politiques et militaires. Au cours de l'audience, l'imam radical s'est plaint des mauvaises conditions dans lesquelles il était détenu, estimant qu'on cherchait à le torturer en le rendant malade pour le tuer lentement en prison. En octobre dernier, les avocats du cher salafiste avaient réclamé son transfert à la prison de Roumieh, estimant que la prison dans laquelle il se trouvait n'était pas adaptée à son état physique. Le cher El Assir avait été arrêté le 15 août dernier à l'aéroport de Beyrouth alors qu'il tentait d'embarquer à bord d'un avion à destination du Nigeria en utilisant un faux passeport palestinien. Le procès du cher salafiste a été reporté au 12 juillet prochain. Le patriarche maronite Bchara Rahi a dit espérer que la tenue des élections municipales puisse paver la voie à l'organisation des législatives et de la présidentielle. Lors d'un point de presse à l'aéroport de Beyrouth, avant de s'envoler pour la Belgique, où il effectue une visite officielle de 3 jours, Rahi a nié en bloc les rumeurs concernant le mémorandum qu'il a remis au président français, François Hollande, lors de sa visite à Beyrouth. Dans une interview accordée à nos confrères d'El Jadid, l'ancien ministre William Wahab avait fait valoir que le document en question comportait une proposition écrite d'élire le général Michel Aoun à la présidence de la République pour un mandat écourté de 2 ans. Le chef du courant du futur, Saad Hariri, a reçu ce matin à sa résidence au centre-ville de Beyrouth l'ambassadeur de Turquie au Liban, Kagatay Ersies. Les 2 hommes ont passé en revue les derniers développements au Liban et dans la région. Il a également été question des relations bilatérales entre Beyrouth et Ankara. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cet entretien.
Dans le reste d'actualité, au moins 19 personnes ont péri ce mardi lors de raids contre les zones rebelles d'Alep, dans le nord de la Syrie. Ces frappes interviennent au lendemain de bombardements rebelles contre des quartiers tenus par le régime dans l'ouest de la ville. Au total, depuis vendredi, c'est 100 civils, donc plus de 100 civils qui ont perdu la vie à Alep dans les violences. Les bombardements font voler en éclats le cessez-le-feu mis en place le 27 février dernier par les États-Unis et la Russie, alors que 50 guerres ont déjà fait plus de 270 000 morts. Et en pleine guerre contre l'État islamique, la pression monte en Irak contre le gouvernement. Ce mardi, des milliers de manifestants sont redescendus donc dans les rues à Bagdad pour réclamer des réformes politiques à l'appel de l'influent dirigeant chiite Moqtada Sadr. Le cortège a traversé Bagdad pour se rendre jusqu'à la zone verte, le quartier ministériel ultra sécurisé. Les manifestants exigent la démission de l'actuel gouvernement accusé d'inertie et de clientélisme. Le Premier ministre Haïdar El-Abadi essaie depuis plusieurs semaines de remanier son cabinet en excluant les partis dominants et en confiant les responsabilités à des technocrates. Mais le Parlement s'oppose à ces changements. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, on vote à nouveau ce mardi pour les primaires américaines. 5 États vont donc choisir les délégués démocrates et républicains qui éliront leurs candidats en juillet prochain. Faire barrage à Donald Trump, s'il n'est pas déjà trop tard, eh bien tel est le projet des candidats républicains Ted Cruz et John Kasich et qui ont décidé de faire front commun contre le milliardaire Cecil Galuccio. Ni l'autre n'est désormais en mesure de décrocher l'investiture. Alors, John Kasich et Ted Cruz ont trouvé un objectif commun, s'allier pour barrer la route à celui que tout le monde craint, Donald Trump. Les deux républicains ont publié sur leurs sites respectifs un communiqué pour expliquer leur stratégie. Voir le nom de Donald Trump sur les bulletins de vote en novembre serait certainement un désastre pour les républicains. Non seulement Trump se ferait battre par Clinton ou Sanders, mais le fait de l'avoir comme candidat ferait faire un bond en arrière. Nous allons laisser au camp Cruz le champ libre dans l'Indiana. En retour, nous allons concentrer notre temps et mettre tous les moyens dont nous disposons dans l'Oregon et au Nouveau-Mexique. Les rôles sont donc bien répartis. Dans chaque État, l'avantage est donné à celui qui, selon les sondages, a de meilleures chances de battre Donald Trump. Il a déjà 846 délégués. Et il en faut 1237 pour être investi. Si les deux stratèges réussissent leur coup, les délégués du parti choisiront leur candidat selon le système de la convention négociée, c'est-à-dire qu'un autre républicain pourrait être désigné. Face à cette alliance, tout sauf Trump, le milliardaire s'est fendu d'un tweet lapidaire, comme il en a l'habitude. Ils viennent d'annoncer que Ted le menteur et Kasich s'allient pour m'empêcher d'obtenir la nomination républicaine. Désespoir. Reste à savoir si ce pacte de la dernière chance n'arrive pas trop tard. Depuis plusieurs semaines, de nombreux républicains appelaient à un tel accord. Je vous le disais en titre, 30 coups de cloche ont retenti peu après minuit près de Tchernobyl pour marquer le 30e anniversaire de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. L'explosion le 26 avril 1986 du 4e réacteur de la centrale ukrainienne. Les survivants se recueillent chaque année dans l'église Saint-Michel de Slavuchi, la ville construite après le drame pour accueillir une partie de près de 350 000 personnes évacuées de ce qui constitue toujours une zone d'exclusion. À Kiev, à une centaine de kilomètres de Tchernobyl, eh bien, les commémorations vont se poursuivre toute la journée. Si l'explosion n'a fait qu'une trentaine de victimes directes, les effets de la radioactivité auraient provoqué plusieurs milliers de morts prématurées. Le bilan humain fait toujours débat. Un rapport de l'ONU publié en 2005 évoque 4000 décès dans les pays les plus touchés, l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie, alors République soviétique. Pour l'ONG Greenpeace, eh bien, la tragédie a fait 200 000 morts et contaminé de larges régions d'Europe. LuxLeaks, ouverture du procès des lanceurs d'alerte au Luxembourg, comparaissant pour vol, blanchiment, accès frauduleux à un système informatique, violation du secret des affaires et du secret professionnel. Le Français Antoine Deltour, ancien employé du cabinet d'audit PwC, risque jusqu'à 10 ans de prison. Le journaliste Édouard Perrin est lui aussi jugé. Les explications de Florent Rodeau.
Vol domestique, blanchiment, vol du secret d'affaires et du secret professionnel. Voilà les chefs d'accusation qui pèsent sur les 3 hommes à l'origine du scandale LuxLeaks. Premier à arriver au tribunal correctionnel de Luxembourg, Antoine Deltour, ici entouré de ses avocats. Il sera rejoint quelques minutes plus tard par Raphaël Allais. Pour leur défense, les 2 lanceurs d'alerte disent avoir agi dans l'intérêt général, et ce en tant que simples citoyens. Ce sont eux qui transmettent les documents compromettants au journaliste Édouard Perrin, qui révèle l'affaire au grand jour dans Cache Investigation. Pour Paul Morera, journaliste et producteur de l'émission à l'origine des révélations, c'est l'essence même de son métier qui serait remise en cause. Alors quand on est journaliste d'investigation et qu'on révèle des dysfonctionnements ou des choses qu'on juge injustes, violer un secret professionnel ou un secret des affaires, c'est presque la définition d'un bon professionnel, de quelqu'un qui ne s'en tient pas à des témoignages, à des racontars ou à des on-dit, qui cherche à vérifier par des documents ce qu'on lui révèle. Donc à la fois je suis surpris sur un plan éthique, si vous voulez, mais je suis pas tellement surpris sur le plan business de la part de PricewaterhouseCoopers qui nous poursuit, parce qu'eux, au fond, ils veulent faire un exemple. Ils veulent montrer à leurs clients qu'il n'y aura pas de deuxième LuxLeaks. Les 3 hommes bénéficient du soutien de l'opinion publique. Une pétition en ligne a été lancée et recueille déjà plus de 120 000 signatures. Le procès doit durer jusqu'au 4 mai. Les 3 accusés risquent jusqu'à 10 ans de prison et 1 300 000 € d'amende. En tout, ce sont plus de 500 accords fiscaux signés entre des multinationales et l'administration fiscale du Luxembourg qui ont été révélés par LuxLeaks. On appelle ça le tax ruling, un mécanisme légal qui permet à des géants comme Ikea, Pepsi ou Amazon d'échapper presque totalement à l'impôt. Un Canadien détenu par le groupe islamiste radical Abu Sayyaf a été exécuté aux Philippines. Il s'agit de John Risdell, un retraité enlevé sur un yacht le 21 septembre dernier. Sa tête a été retrouvée devant une mairie de Jolo, île du sud de l'archipel, devenue le fief des extrémistes. Les forces de l'ordre qui ont subi un sérieux revers face à Abu Sayyaf il y a 2 semaines ont affiché la fermeté. Le groupe Abu Sayyaf avait réclamé une rançon de 6,4 millions de dollars contre John Risdell, lequel était détenu auprès d'un autre Canadien. Le groupe Abu Sayyaf a récemment fait allégeance à l'État islamique. Il détient plus de 20 otages étrangers, dont 18 matelots indonésiens et malaisiens. 34 milliards d'euros pour construire 12 sous-marins, c'est le contrat militaire du siècle en Australie et c'est DCNS qui vient de le décrocher avec son entrée dans des négociations exclusives avec Canberra. L'entreprise française a devancé ses concurrents allemands et japonais. Reportage. Un sous-marin français ultra moderne, vendu à l'Australie en 12 exemplaires pour un montant total record, plus de 34 milliards d'euros. Une commande gigantesque, le plus gros contrat de défense jamais passé par l'Australie. Et un succès commercial pour la France, salué par une avalanche de réactions. À commencer par François Hollande, qui parle d'un contrat historique. Un programme industriel exceptionnel par son ampleur et sa portée. Une bonne nouvelle saluée aussi par le Premier ministre. Ça rend optimiste, ça rend fier sur la capacité de la France à remporter de grands contrats. Pour cette commande du siècle, la France était en compétition avec des offres japonaises et allemandes. Cette nuit, c'est le Premier ministre australien en personne qui annonce le nom du vainqueur. L'offre française présente les meilleures capacités pour répondre aux besoins uniques de l'Australie. C'est un programme capital pour notre pays. Pour décrocher le contrat, la France a accepté que la construction ait lieu en grande partie ici, sur ce chantier naval du sud de l'Australie. Mais les retombées seront aussi très importantes pour l'emploi dans l'Hexagone, selon le PDG du groupe français qui signera le contrat. On pense qu'il y aura au moins 4000 personnes qui seront concernées de près ou de loin par ce programme, en grande majorité chez DCNS, mais aussi chez tous nos partenaires. Et pour vous donner une idée, le design, c'est quand même 4 millions d'heures de travail. Donc c'est quand même le début d'une aventure formidable. Le contrat entre la France et l'Australie sera signé pour une durée de 50 ans. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres.
Nouvelle mobilisation du comité de coordination syndicale et des enseignants du secondaire. Ils ont manifesté ce matin devant le ministère de l'Éducation pour réclamer l'adoption par le Parlement de la grille des salaires. La pression monte en Irak contre le gouvernement. Des milliers de manifestants ont défilé à Bagdad pour réclamer des réformes politiques à l'appel de l'influent dirigeant chiite Moqtada Sadr. Et 30 coups de cloche ont retenti peu après minuit près de Tchernobyl pour marquer le 30e anniversaire de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire qui a fait près de 4000 morts et des centaines de milliers de déplacés le 26 avril 1986. Merci de votre attention. Restez des nôtres dans un instant. La toute première édition de la rédaction consacrée aux élections municipales libanaises. A tout de suite. بترشيحي لرئاسة المجلس البلدي بمدينة بيروت.